Bonjour. Difficile de succéder à la ministre déléguée, mais on va essayer. Alors, je suis très contente d'être parmi vous ce matin pour le 18e colloque des politiques vieillesse de la FNADEPA. Je suis Lydie Ouattremé, journaliste à Hospi Média. J'ai interviewé certains d'entre vous depuis les 20 ans où j'exerce à Hospi Média. Et cette nouvelle édition de la FNADEPA va aborder une nouvelle fois les défis du vieillissement, mais avec un angle différent. Pour ce matin, on va plutôt voir le côté économique, un peu en complément et en écho des propos de la ministre, mais aussi des inquiétudes de Jean-Pierre Rizot. Alors, pour commencer, Frédéric Bizard, vous êtes professeur de macroéconomie à l'École supérieure de commerce de Paris. Vous êtes aussi fondateur de l'Institut Santé. Vous avez mené de nombreux travaux de recherche sur la refondation du modèle de protection sociale et le système de santé. Alors, j'ai envie de vous poser une question banale, mais tellement d'actualité. Sans réforme, le système implose. Et est-on au bord du colmatage, à la fin du colmatage? Vous nous avez, à travers vos ouvrages, habitués à avoir un discours assez étonnant en réfléchissant sur le côté un peu systémique de la chose. Alors, je vous laisse la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de rejoindre le... Ah oui, parce que je sais que je suis dans un secteur très réglementé. Il paraît qu'il ne faut pas que je bouge trop. C'est très normé. J'ai le droit de bouger jusqu'où? Parce que Alors, moi, je bouge. Je suis très mal passée pour dire qu'il ne faut pas bouger. Mais en fait, je vous propose d'aller... là. Voilà. Ça, c'est un... Vous retrouverez... Quand je ferai de la politique, je resterai sur un truc, mais là, j'en fais pas encore. Moi, je vous reprends votre micro. On va y arriver. Vous préférez? Bien, voilà, oui, parce que je vais bouger un peu. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rizot à FNADEPA, de m'avoir invité. Je ne sais pas si c'est un risque de m'inviter, mais en effet, vous allez avoir un discours un peu, non pas du tout pour une volonté d'être disruptif, c'est pas du tout le point, mais vraiment avec une approche qui prend 2 pas de recul par rapport à toutes les discours que vous pouvez avoir, qui sont forcément tournés plus sur l'opérationnel, sur le court terme. Et donc moi, je vais essayer de vous démontrer pourquoi est-ce qu'il faut en effet repenser ce système de gestion de risque, puisqu'on est sur un système de gestion de risque qui a fait son job depuis 30 ans. Hein. C'est un risque jeune, c'est un risque de vieux, mais c'est un risque jeune, la dépendance. Donc on a fait une première étape, mais il faut passer à une deuxième étape, pas parce que c'est souhaitable, mais parce que c'est absolument nécessaire. Alors, Monsieur Bizard, je vous propose de vous asseoir. Non. Non. Ah, mais elle est autoritaire, votre journaliste, là. J'ai eu l'impression que ça vous a refroidi le contrat qualité, non? Ça, c'est... Voilà. Mais c'est pareil dans les autres risques, en fait. Et ça, c'est un mauvais signal d'envoyer, parce que quand on veut un peu essayer de durcir pas la réglementation, aussi c'est une réglementation, mais la gouvernance de l'opérationnel, c'est qu'on n'a pas l'intention de faire évoluer l'essentiel qui est avant, qui est un cran au-dessus. Et moi, c'est de ça dont je vais vous parler. Donc, en effet, ce n'est pas ma propre production, c'est une production collective. C'est pour ça que j'ai créé l'Institut Santé, c'est pour faire de l'intelligence collective et de l'interdisciplinarité à travers une institution qui est une association qui volontairement n'a aucun intérêt dans aucun des systèmes sociaux, qui ne fait travailler que des gens qui pensent utile de faire ce que l'on fait de façon totalement bénévole. Donc je n'ai pas d'approche vers un secteur ou un autre volontairement, j'ai une approche vers comment est-ce que j'optimise la gestion du risque. Le pari de l'autonomie sur la dépendance, le titre est important, je vais y revenir. On va voir ensemble un petit peu 3 choses rapidement pour les 2 premières, un petit peu plus longuement pour la 3e. L'état des lieux, d'abord c'est le diagnostic. Alors ça, peut-être que ça vous paraît évident, Jean-Pierre Rizot a fait un état des lieux tout à fait démonstratif
que si on continue avec les mêmes recettes, on va continuer à gérer pénurie, déclin, tension, etc. etc. Hein. Donc, mais croyez-moi, si le diagnostic était aussi largement partagé qu'il ne le paraît, d'abord je passerai tout de suite à la troisième solution et à la troisième partie, mais on aurait déjà fait la réforme. Il y a 2 risques sociaux sur lesquels on a pris conscience de l'urgence. Un, c'était le travail, qui est le risque qu'on a réformé en 2018, et le deuxième, c'est qu'on n'a pas réussi. C'est lequel? Qu'on a essayé. La retraite. Okay, mais santé, autonomie, ça, là, il y a vraiment encore une étape à avoir à convaincre du diagnostic. Pourtant, je suis sûr qu'il vous paraît évident, mais croyez-moi, un peu plus haut, c'est compliqué. Après, on verra donc les enjeux économiques et sociaux, et puis le nouveau modèle. Alors, il y a 6 failles dans ce modèle. Le premier, c'est que c'est normal, c'est une faille à l'état là, c'est pas une faille structurelle originelle, c'est qu'on a commencé par la façon avec laquelle on commence quand on gère ce risque-là, c'est pareil en santé, c'est qu'on s'est occupé des gens dépendants. Hein, on a mis en place tout un tas d'établissements, d'institutions, puis un peu de services à domicile pour s'occuper des gens dépendants. Voilà. Donc on a le système et a un centre de gravité qui est centré ex post par rapport à l'expression du risque, c'est-à-dire au moment où les gens sont dépendants. Et encore une fois, c'est comme ça qu'il faut continuer. Sauf que quand vous avez la vague démographique qui arrive là, si vous attendez que les gens soient dépendants pour mettre en branle le système, et vous allez me dire non, mais on fait plein de trucs avant. Non, mais le système, proprement dit, il se met en branle une fois que les gens sont dépendants. Là, vous êtes complètement submergé par le risque qui vient. C'est pareil pour les affections de longue durée qui submergent le risque santé. Je fais souvent le parallèle parce qu'il faut bien voir que tous ces risques-là ont des parallèles et donc les solutions ont des parallèles. Et donc on est sur 83% des ressources sont centrées, de la CNSA, sont centrées sur la grande dépendance. D'accord ? Ce n'est pas une volonté de la part de qui que ce soit, mais c'est la résultante du système-là. La deuxième chose, c'est que donc on est sur une arlésienne. Alors à chaque fois que je mets virage domiciliaire, mettez, parce que c'est ce matin en prenant ma douche où je me suis dit, parce que c'est trop connoté, c'est comme le domicile ou c'est comme un petit peu le... non, c'est pas comme en fait, parce que c'est justement, je pense qu'il faut parler de virage ambulatoire. Parce que quand on parle de virage domiciliaire, on a l'impression qu'on parle du domicile. Hein, bon, mais en fait, ce n'est pas du domicile dont on parle. C'est de ce qui n'est pas dans l'établissement. C'est-à-dire ce sont toutes les formes de prise en charge qui n'exigent pas que la personne, du fait de son état de dépendance, soit dans un lieu, on va dire, plutôt clos et médicalisé. D'accord ? Donc parlons de virage ambulatoire, qui est une arlésienne aujourd'hui, parce qu'encore une fois, le centre de gravité, il est pensé pour les gens, une fois qu'ils sont dépendants, et plutôt pour la grande dépendance, vous appelez ça GR1, GR2. Il y a une gestion fragmentée du risque à partir de l'offre. Et ça, je trouvais ça très intéressant sur ce risque-là. Moi, je ne suis pas du tout un expert de l'opérationnel, de ce que vous faites, et je laisse les gens là où je suis un petit peu plus compétent, c'est encore une fois sur cette approche systémique macro, qui n'est pas qu'économique, qui est aussi très stratégique. C'est un risque qui est pluridimensionnel, qui en fait sa richesse. Il comprend la santé, il comprend quoi d'autre ? Le risque. L'accompagnement de la personne, quoi d'autre ? L'hébergement, ça s'appelle le logement, et la vie sociale. Très important ces 4 risques-là. Et en fait, on a une approche fragmentée de cette là. À un moment, on s'occupe de la santé, puis à un autre avec un autre opérateur en général, etc. Et puis, le logement, c'est un peu quand on peut, et la vie sociale, c'est un peu quand on peut. Bon. Donc évidemment, dans le nouveau modèle, il faut avoir cette approche globale, holistique. D'accord ? Il y a une offre qui est en décalage avec la demande. Il y a un tiers des personnes qui ne trouvent pas d'offres à leur réponse, et il y a plus de 30% des plans d'accompagnement qui ne sont pas consommés ou qui ne le sont qu'en partie. Donc cette approche qui est uniquement à partir de l'offre, puisqu'on ne s'occupe pas des besoins, on part de l'offre. Je parle sur un plan systémique. Hein, ne transférez pas sur vous en disant « mais moi je m'occupe des besoins ». J'en doute pas, mais je parle sur un plan du système. Il y a une gouvernance, ça a été dit, qui était ajustée au national et en local, qui a tenté, hein, parce que pourquoi est-ce qu'elle est complètement aujourd'hui en
en dehors du coup, on va dire. C'est pas parce qu'on a fait n'importe quoi, c'est qu'on a tenté, sans changer le modèle, d'essayer de répondre au mieux, de donner plus de pouvoir un jour à l'État, puis un autre jour de dire ça ne marche pas avec l'État, on va donner plus de pouvoir au conseil départemental, ce qui fait qu'entre l'ARS, le conseil départemental, qui décide des tarifs, qui décide de l'évaluation, tout le monde, donc personne. Bref, donc c'est devenu un grand capharnaüm sur lequel il faut remettre de tête. Il n'y a pas de système qui fonctionne sans, et ça a été dit, sans une gouvernance qui est absolument claire, efficace, puissante. De la même façon qu'il n'y a pas de système qui fonctionne dans un système de financement qui n'est pas pensé et qui ne peut pas répondre à l'évolution de la demande. On est sur une fausse branche de la sécurité sociale, puisqu'en fait on est sur un budget de l'État avec une mise à l'équilibre totalement artificielle, où on essaie de transférer ce qu'il faut de CSG, évidemment aux dépens du financement de la santé, qui a 15 milliards d'euros de déficit structurel en départ. Donc vous avez un système de financement où il y a un choix à faire. Soit vous considérez que c'est à l'État et un budget de l'État, mais on change de modèle, soit vous en faites un vrai secteur assurantiel, qui va être la proposition que je vais vous faire. Donc on est sur, en effet, l'implosion au cours du modèle républicain, c'est-à-dire de rechercher à avoir un modèle universel et solidaire. Ce n'est pas une obligation, mais c'est le cœur de la conquête de notre modèle social en 1945, et c'est ça qu'il faut essayer de faire perdurer. Il suffit qu'il y a 2 articles assez remarquables de Béatrice Jérôme du mois d'août, assez remarquables parce qui ont vraiment fait suite à une enquête approfondie, beaucoup d'interviews, qui vous montrent que de plus en plus, d'un département à l'autre, vous avez des politiques de gestion de l'autonomie qui sont des politiques du système D, où on fait comme on peut parce qu'on n'a plus les moyens de garantir ce qui est normalement la politique nationale. Et donc les départements, on ne peut pas leur jeter la pierre, essaient d'ajuster. Ils parlent de « nous sommes tous à la recherche de maîtrise des dépenses ». On ne pense pas à gérer le risque, on dit il faut bien qu'on maîtrise la dépense. Et là, quand vous êtes uniquement dans la maîtrise de dépenses, dans la gestion du risque, c'est le début de la fin. La maîtrise des dépenses n'est en rien une fin, c'est un moyen indispensable pour que le système soit soutenable. Mais si vous gérez un risque juste pour maîtriser la dépense, évidemment, vous vous égarez du chemin. Alors, 2-3 mots sur les perspectives économiques pour que vous ayez... Ah, c'est pas ma version. Ça, il faut que vous l'ayez en tête. Il y a ce qu'il n'y a pas dans d'autres risques, c'est que vous avez un modèle prédictif qui est assez remarquable, qui est le modèle Livia, géré par l'INSEE et l'adresse, donc qui vous donne quand même une photographie très précise des différents scénarios jusqu'à 2050, puisque c'est à peu près l'horizon qu'il faut vous fixer quand vous travaillez sur la protection sociale, 25 à 30 ans. Donc globalement, on sait très bien ce qui se passe. Alors vous voyez, quand on me dit « Ah, pardon, c'est vraiment très compliqué, on est vraiment dans un système très tendu », vous voyez les 10 dernières années, 2015-2025, c'est gentil, hein. C'est le mur de 2030, c'est les 15 prochaines années où vous allez avoir la vague incontournable. Alors, dont l'importance dépendra de notre capacité à non pas vous faire signer un contrat qualité, là je deviens taquin, mais évidemment à adapter un modèle qui permet vraiment de faire ce que doit faire le modèle, c'est améliorer le capital santé, l'état de santé de la population dans un système accessible à tout et qui, avec un niveau de satisfaction élevé, c'est ça les objectifs du modèle. Donc, on est parti du modèle de la ligne verte qui est en fait le scénario intermédiaire, qui est donc relativement optimiste, mais parce que si on change le modèle, on part sur un scénario optimiste. L'INSEE, en décembre, il y a un mois, est parti comme nous, d'ailleurs, sur l'hypothèse, en disant si on ne fait rien, on sera plutôt sur le scénario stable. Alors, stable, optimiste, pessimiste, c'est qu'en fait, ça dépend comment va se faire le vieillissement de la population dans les 25 prochaines années. Si vous avez stable, c'est que, par exemple, vous aurez une part de votre espérance de vie dans un état de dépendance qui va être stable. Et en fait, toute la hausse de votre espérance de vie va se faire en bonne santé. Okay ? Si vous êtes optimiste, vous considérez que vous allez avoir un vieillissement qui va être plus en bonne santé que dans un état de dépendance, etc., etc. Donc vous voyez que ça dépend vraiment de comment est-ce qu'on gère l'amont. Donc là, vous voyez que vous allez avoir du brutal
dès maintenant, mais vraiment du brutal jusqu'à 2040. Et comme ça a été dit, après, l'affaire est réglée. D'accord ? Donc si on arrive à régler l'affaire jusqu'à 2050, on a réglé définitivement la question qui paraît être une question anthropomorphique, sociétale, incroyable. La population vieillit, qui est quand même la meilleure nouvelle qu'on peut avoir, c'est qu'on a encore tous là quelques années à vivre. C'est pas ce qui est plutôt pas mal, non ? Alors, on travaille sur le coût de l'inaction. C'est-à-dire, on va mesurer un peu. Si on ne fait pas le virage ambulatoire, c'est-à-dire que si on laisse, on dit, bon, vous savez, aujourd'hui, en gros, c'est que vous avez une personne qui est fragile, qui devient dépendante, l'entourage commence à s'occuper d'elle, on appelle ça les aidants, on trouve ça même formidable, les aidants, ça coûte un pognon de dingue à la société, ça épuise l'entourage, les gens sortent du système économique, bon, enfin, on trouve ça formidable, mais en fait, ça n'a rien de formidable. Il faut professionnaliser la chose, et puis une fois que les aidants et la personne est épuisée, on dit, il faut aller dans un établissement. Voilà, on en est là. Un peu archaïque comme système. Bon. Donc, évidemment, on considère qu'on va faire ce virage ambulatoire où on va s'intéresser un peu plus tôt des personnes. Ça, si vous ne le faites pas, vous voyez, vous êtes à un quart de PIB de plus. Alors, ça peut paraître... Le PIB, aujourd'hui, un point de PIB, c'est 30 milliards. Donc, un quart de PIB, vous voyez, c'est à peu près 8 milliards. Et si on est en 2050, évidemment, c'est 13 milliards. Ça peut paraître pas beaucoup, mais vous voyez, 0,25 sur 1,3% de PIB, qui est aujourd'hui la dépense, vous voyez que ça fait un tiers, donc en fait, le système implose. C'est évidemment, si vous ne faites pas la prévention, l'action en amont, alors tout dépend des deux scénarios, si vous êtes sur le scénario stable ou pessimiste, mais vous êtes à 0,4 points de PIB, à peu près 22 milliards d'euros en 2050. La double peine, c'est évidemment si vous ne faites rien de structurel, j'entends, je ne doute pas qu'on va faire plein de choses et que le plan grand âge va être constitué de tout un tas de mesures, mais si vous ne changez pas structurellement les choses, là, vous arrivez à 0,8 points de PIB, tout ça de dépenses publiques, j'entends. C'est un secteur, contrairement à ce qu'on pense, qui est un formidable levier économique et social, et non pas un système où on a l'impression qu'on s'occupe pour des raisons purement humanitaires d'une chose. Non, c'est notamment avec la Silver Economy, je ne vais pas rentrer dans le détail, Silver Economy, c'est soutien à domicile, santé, bien vieillir. Et je rappelle qu'un service public a 3 caractéristiques. La première, c'est d'être accessible à tous. La deuxième, c'est d'être accessible en continu. Et la troisième, c'est la mutabilité, c'est-à-dire d'intégrer toutes les nouvelles connaissances de la science et donc toutes les nouvelles technologies. Donc, souvent, et c'est pareil en santé, on me dit « mais c'est un service public ». Oui, justement, ça serait bien de le traiter comme un service public, c'est-à-dire de s'assurer que chacun ait un accès à ces nouvelles technologies-là, dont la France est plutôt en avance par rapport à beaucoup de pays concernant les sociétés de tech, les ingénieurs, etc., etc. On ne manque de rien, juste d'une politique qui favorise l'intégration de ces nouvelles technologies. Et pour ça, il faut donner une vision, non pas annuelle, mais à 10 ou 15 ans pour rassurer les investisseurs et qu'il y ait bien une capacité de se mettre en avant, puisque tout ça, ce sont des investissements. Je n'ai pas le temps de rentrer. Alors, ce nouveau modèle, d'abord, il part d'un postulat qui est contestable. Ah oui, il ne m'avait pas mis la nouvelle version. Pas grave. Fait ça ce matin parce que justement je voulais mettre ambulatoire au lieu de domiciliaire dans ma douche. J'ai pensé, je me suis dit c'est important. Alors, on part du principe qu'on réinvente un modèle à la française. Pourquoi on part de ce principe? C'est qu'il nous semble plus rationnel politiquement. Si on a ce modèle universel, c'est bien qu'on a fait un peu la révolution et qu'on est attaché à cette approche qui garantit les libertés individuelles, l'égalité des chances et la solidarité du système. Mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué à faire, ça. Et notamment, et c'est une des grandes forces de votre organisation, pour ce que je peux en voir, c'est que vous êtes transversal, parce que notre modèle recherche l'inclusion de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics, privés, associatifs, et dans le même modèle. Si on n'arrive pas à la transformation, si on fait juste des contrats qualité dans les prochaines années, l'implosion, ça veut dire quoi? Ce n'est pas la fin du monde. Ça veut dire que vous aurez d'un côté un secteur public qui fera ce qu'il peut, qui sera plutôt fréquenté par une population socio-économique défavorisée. Vous aurez la classe plutôt socio-économique favorisée qui ira dans des établissements privés financés par de l'argent privé.
Puis la classe moyenne, elle fera ce qu'elle peut entre les deux. C'est ça ce qui se passe dans plein de pays. On va me dire, c'est pas la fin du monde, mais on n'aura pas été capable, nous, notre génération, évidemment, de réinventer ce modèle social et solidaire que le monde entier, en effet, nous enviait au XXe siècle pour la santé, parce qu'il est d'une puissance incroyable, mais il est beaucoup plus compliqué à maintenir et à développer que de simplement de se dire, bon, moi, le public, je m'occupe de ça, et toi, le privé, tu t'occupes de ça. D'accord ? Donc ça, c'est ça. Alors, comment on fait ? Il y a 3 piliers, comme vous repensez, comme vous reconstruisez une maison, à partir de ces fondations, vous avez des piliers. Bien, là, c'est pareil, il y en a le premier pilier, il est stratégique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de repenser la gestion du risque. Vous n'avez pas le choix, face aux courbes qu'on a vues, d'essayer de freiner le plus possible tout ce flux d'entrée dans le monde de la dépendance. C'est pareil en santé, c'est pareil dans le chômage, c'est pareil. L'erreur, c'est de se dire non, mais je vais améliorer mon système de gestion de la dépendance. Non, tu peux plus. Ça ne marche pas. Ce phénomène-là va beaucoup plus vite que toi si tu t'occupes ex post des gens dépendants. D'accord ? Donc il faut freiner ce truc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait relativement bien comment freiner ça. Mais la condition sine qua non, c'est d'en faire un pilier du modèle. Pas je vais développer la prévention du truc, qui est le... Voilà, vous voyez ? Non, c'est je transforme le modèle pour le basculer vers la gestion en amont du risque. OK ? Donc ça nécessite notamment, et rassurez-vous, il y aura besoin d'absolument tout le monde dans le nouveau modèle, et les établissements New Look vont jouer un rôle absolument déterminant dans le nouveau modèle, à condition qu'ils se réinventent. Parce que tout le monde doit se réinventer. Passer d'une gestion dominante collective et institutionnelle vers une approche dominante domiciliaire individualisée. À partir du moment où vous ne vous focalisez plus sur les gens dépendants et très dépendants, il faut changer cette approche-là vers une gestion qui est plus individualisée et plus centrée sur le capital santé. Le deuxième pilier qui est absolument fondamental, qui est peut-être en effet plus économique pour rassurer Lydie, il y a de l'économie, c'est de basculer d'une gestion de ressources centrée sur l'offre vers une gestion centrée sur la demande. Les deux mots, ils ont été utilisés par Jean-Pierre Rizzo, donc vous voyez qu'ils sont déjà dans l'écosystème. Les deux mots essentiels, c'est les besoins médico-sociaux et le territoire. Donc, il faut en effet construire une politique, non pas à partir de qu'est-ce que je fais du domicile, qu'est-ce que je fais des établissements, mais comment est-ce que j'évalue, qu'on connaît très bien, ces besoins médico-sociaux à moyen terme, et comment est-ce que j'apporte une réponse adaptée. Et pour apporter une réponse adaptée, on ne va pas le faire de Paris. Donc il faut en effet définir des territoires. Un point sur ces territoires, parce que vous y êtes, encore une minute, et un point sur ces territoires, le seul territoire connu, mais vous êtes venu en 2 étapes, en santé ils n'y sont pas encore, le seul territoire connu pour développer une politique publique et connu surtout des assurés, il n'y en a qu'un, c'est lequel ? Le département, qui a une taille critique. Donc c'est l'unité départementale. Mais je parle de l'unité départementale, géographique. Je ne parle pas du conseil départemental. C'est autre chose qui fait quoi. Donc en effet, c'est une organisation à partir de l'unité géographique du département qu'il faut réfléchir. Le troisième, qui est absolument déterminant, c'est que vous êtes sur un risque jeune qui est très peu connu. Vous croyez que tout le monde est super sensibilisé à la dépendance, mais très peu de gens sont sensibilisés à la dépendance avant qu'un proche soit évidemment concerné par le sujet. Mais c'est bien pour ça que les assureurs qui essayent de mobiliser des fonds jeunes pour les gens, mais ça n'intéresse pas grand monde. Donc il faut renforcer cette citoyenneté, cette conscience dans les risques jeunes. Alors, 1 minute, prévenir le risque chez les seniors, ça c'est absolument déterminant, ce sont les études qui montrent ça, c'est qu'en fait vous avez un principe de réversibilité du patient fragile vers le patient robuste, mais par contre c'est irréversible lorsque vous devenez dépendant, donc vous imaginez qu'on va s'intéresser aux patients fragiles, donc c'est le point d'entrée dans le système. Vous voyez que vous avez la courbe bleue qui occupe à peu près 99% de la préoccupation des gens, qui sont les gens dépendants APA. Mais le système, il doit s'occuper de la ligne verte,
c'est-à-dire de tous les gens fragiles qui, si on ne s'en occupe pas, vont devenir dépendants, tout autant de la ligne bleue. Pour ça, vous avez la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui réalise déjà des travaux sur une prise en charge de ces patients fragiles, mais à un tout petit niveau qu'il faut industrialiser comme point d'entrée pour s'occuper des patients fragiles. Alors, Frédéric Bizard, avec cette présentation, vous nous présentez un système plus intégré et déjà, vous êtes dans la solution de la problématique. Dans votre intervention, vous nous avez aussi évoqué des mots très forts comme une branche qui ne serait pas au mieux de ses capacités. Alors là, on est déjà dans la deuxième partie de notre réflexion de cette matinée. Et pour aller plus loin, alors je vais vous redonner la parole, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose sur cette présentation. Je suis désolée. C'est la salle qui décide. Hein. Vous voulez le modèle ou pas? Il y a un patron qui est là, hein, c'est lui qui décide. Nous ne sommes que des ouvriers qualifiés. Qu'est-ce que je fais alors? Je vous le montre. Il y en a pour 5 minutes, mais il me faut 5 minutes. Alors, on a déjà pris un petit peu de retard, c'est pour ça que je me fais le... Alors, du coup... Il y en a pour 5 minutes, hein, mais bon, après... Vous aurez 5 minutes c'est 5 de minutes pause de en moins moins. de pause, ça peut être gênant. Hein. Bon, Monsieur Bizard, alors, je vous redonne la parole et ensuite, j'appellerai Marianne Monchamp. Voilà. Merci. Mais vous prendrez sur mon temps de parole à moi et pas sur celui de Marianne Monchamp, qui, d'ailleurs, a eu la gentillesse de participer à nos travaux qui ont intégré un tas de personnalités. Et je suis vraiment ravi de dialoguer tout à l'heure avec Marianne Monchamp, parce que c'est une des personnalités rares qui a beaucoup compté sur le passé, qui compte beaucoup sur le présent et qui va beaucoup compter sur l'avenir, parce qu'il nous faut des personnes comme ça qui ont la mémoire du système et qui ont la vision d'avenir. Et c'est assez rare et c'est très précieux. Alors, le nouveau modèle, quand on est pour tout modèle, vous allez décliner, une fois que vous avez vos piliers, vous les déclinez. Vous voyez, je suis obligé de partir un peu quand on modélise. Désolé, hein, ça paraît un peu théorique, mais croyez-moi, on le fait avec des gens très pratiques et ça a des conséquences très pratiques. Sur, en effet, la gouvernance, sur le financement et sur l'organisation des acteurs. La gouvernance, c'est de savoir qui a pouvoir sur qui. OK ? Qui fait quoi dans les institutions qui pilotent. C'est absolument essentiel parce que la notion de service public, ça c'est une théorie économique imparable, en fait elle n'est pas liée à une question de statut, contrairement à ce que pensent beaucoup. Service public ne veut pas dire secteur public obligatoirement. Un secteur privé peut très bien délivrer un service public, en revanche sous réserve qu'il y ait une bonne régulation. Puisqu'on veut un service public avec les objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Et ce pilote, parce qu'on a un pilotage qui doit être local, ne peut pas être que l'État, qui par définition est là pour être le stratège davantage sur un plan national que sur un plan local, sauf si vous faites comme les pays scandinaves, où vous confiez la gestion de ce risque, par exemple, à des entités communales et que vous la décentralisez complètement. Ce à quoi je ne crois pas en France, pas parce que ça ne pourrait pas marcher, mais du fait de notre histoire politique, qui est une histoire colbertiste avec un État central qui est très fort. Nous ne sommes ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Espagne. Donc toute vision décentralisatrice qui va jusqu'au bout de la décentralisation, c'est-à-dire qui donne des compétences pleines et entières, que ce soit une région, que ce soit un département, que ce soit à une intercommunalité sur les risques sociaux, ne fonctionnera pas en France. Pour des raisons politiques, pas pour des raisons de sujet. Donc, que doit faire l'État? C'est évident que l'État doit faire ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il doit être très fort dans la... Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas les capacités, hein, c'est pas qu'il ne le veut pas. C'est d'avoir cette vision stratégique de long terme très forte qui définit la politique de l'autonomie au sein d'une loi de programmation intégrant une stratégie et des objectifs nationaux dotés d'un pouvoir pluriannuel. Bon, alors vous avez voté, ce secteur par rapport à d'autres a eu l'intelligence de voter le concept de loi d'orientation et de programmation.
d'accord, qui est le bon outil, mais c'est simplement un outil. Il ne suffit pas de voter l'outil, de dire tiens c'est bon, j'ai réglé le problème de ce qu'il est en train de nous parler bizarre là. Non, il faut réformer l'État pour utiliser l'outil. La loi d'orientation n'est qu'un outil. Et vous voyez d'ailleurs qu'on est incapable de faire voter une loi d'orientation et de programmation, parce qu'une loi d'orientation et de programmation à 5 ans, c'est-à-dire que vous allez graver dans le marbre, elle est super stress, hein, elle est vachement inquiète. Hein. Il dit, je vous assure, ça se passe toujours super bien. Mais j'accélère. Alors, pour ça, je pense, pour ce risque-là, ce n'est pas forcément le même pour les autres, il y a un acteur essentiel, c'est la CNSA. Pourquoi ? Parce que la CNSA est le lieu dans lequel vous avez à la fois toute l'expérience terrain, toutes les compétences pluridisciplinaires, notamment avec son comité stratégique, et évidemment la vision... Ouais. Justement, Monsieur Bizarre, je vous propose d'en parler avec l'ancienne présidente de la CNSA. Bon, alors, donc on en parle avec l'ancienne présidente. Donc je passe au truc, à la suite. On en reparlera au moment des questions. Vous aurez l'occasion, je vous donnerai la parole. Mais là, je pense qu'on va trop décaler. Et ce serait dommage de se priver d'un débat entre vous et avez la suite dans le... Voilà.